Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, effectivement. Bon, alors, aujourd'hui, on avait décidé de parler de géopolitique parce que c'est quand même un thème, un sujet qui anime beaucoup, à mon avis, les esprits en ce moment. On est en pleine crise ukrainienne. L'armée russe bombarde un pays qu'elle considère comme étant le berceau de sa civilisation et qu'elle voyait un peu lui échapper, d'autant plus que Vladimir Poutine est pris tout d'un coup, il se dit qu'il avait très très peur de l'OTAN. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi tout d'un coup, plus qu'il y a 2 ans ou plus qu'il y a 5 ans, mais peut-être que vous avez des explications à ça. Je veux pas qu'on se concentre pendant tout notre échange sur la question ukrainienne, d'abord parce que il y a des gens qui sont sous les bombes et qu'on n'est pas des spécialistes de l'Europe de l'Est. Je voudrais qu'on se pose plutôt la question de, en fait, qu'est-ce que doit faire, qu'est-ce que pourrait faire en fait un pays comme la France en fait dans ce jeu international. Mais d'abord quand même que chacun de vous deux, vous me donniez un peu votre point de vue un peu général en fait sur ce qui est en train de se passer en Ukraine. Pablo, tu veux commencer? Déjà, juste une remarque, c'est à mon avis pas nouveau. Il y a un discours en 2007, le 10 février à peu près, de Vladimir Poutine à Munich sur la question de la sécurité, hein, et il annonce en fait le programme très clair de ce qu'on va voir, pas seulement en Ukraine, mais qu'on a vu ailleurs. Il dit en gros, il y a un unilatéralisme américain. Ça suffit. En gros, nous les Russes, ça suffit. On a pris très cher depuis la chute de l'URSS. Il est sur un vocable très nationaliste qu'il multiplie, hein, tu l'évoquais et qui continue aujourd'hui de faire une force de mobilisation, pour lui en tout cas, genre la façon dont il mobilise politiquement son pays. Et il dit que ils vont plus se laisser faire. Et en fait, depuis 2007, on a une expression de l'impérialisme russe qui va de plus en plus loin. Donc 2007, après il y a 2008, la Géorgie. Donc qu'est-ce qui se passe? Rapprochement sécuritaire de la Géorgie avec l'Union européenne, l'OTAN, comme d'habitude. Il fait quoi? Il arme des milices ossètes du Sud. Il provoque une guerre. Qu'est-ce qui se passe? L'intégrité territoriale de la Géorgie et via l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud est comment dire compromise. Donc en gros, il bloque le pays et il le rend impossible d'être intégré dans une alliance européenne. Ensuite, il y a la question de la Crimée, déjà en 2014, mais ensuite il y a la guerre en Syrie. En fait, on se rend pas compte à quel point à la fin de la guerre de Syrie, on se dit bon, là, les Russes interviennent, mais les Russes qui interviennent au Moyen-Orient en sortant militairement de leur territoire, c'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps, tu vois. Alors ils avaient des intérêts sur place, ils avaient la base de Tartus, ils avaient, enfin bref, mais ils le font militairement. Alors c'est plutôt l'armée de l'air à noter par contre sur le sol, c'est des milices. Et c'est une stratégie systématique. Géorgie, milice. En Syrie, c'est aussi des milices. Et puis là, en Ukraine, c'est la même chose. Quand en fait, il y a les milices qui prennent la Crimée, et ensuite l'armée arrive. Et puis pareil pour le Donbass et le Donbass. Donc en gros, je pense qu'il y a ce côté, on est inquiet par l'OTAN. C'est ce qui est revendiqué par la Russie sous la forme qui est accompagné au moment où l'impérialisme russe se déploie. Après, dans la situation actuelle, il faut pas se leurrer sur le fait qu'on est dans la crise de deux impérialismes. Il y a une compétition forte avec les États-Unis sur, en gros, le marché européen énergétique. Il y a une diplomatie du gaz américain. Par exemple, les Américains ont rencontré les Biélorusses juste avant, qu'il y ait eu des manifestations qui voulaient renverser le gouvernement. Je crois que c'est en 2015, pour pas dire connerie, où ils leur ont proposé, pour pas être dépendants de la Russie, de leur vendre du gaz. Et cette diplomatie, elle exerce, et c'est pour ça que ce que je voulais souligner moi, c'est plutôt de dire l'impérialisme, c'est une notion un peu vide qu'on utilise beaucoup, etc. Et la notion que donnait Lénine était ultra intéressante. Ils disent les capitalistes ne se partagent pas le monde en raison d'une scélératesse particulière. Ils le font parce que le degré de concentration atteint les oblige à y recourir pour pouvoir se partager des bénéfices. Et je pense que c'est ça la question, c'est qu'il y a un moment où l'impérialisme, c'est le fait que des nations, sous le registre d'un nationalisme particulier, viennent protéger des intérêts économiques qui sont ceux de gros monopoles ou de grosses organisations. En gros, là, c'est Gazprom pour la Russie et toute la question énergétique russe qui irrigue l'Europe. Et puis de l'autre côté, les États-Unis, ils ont cette question du gaz de schiste, ils sont devenus indépendants en production énergétique et ils ont besoin de le vendre. Ils ont besoin de le vendre et donc il y a une compétition sur le marché européen. Bon, et qu'est-ce qui se passe? Résultat, là, l'impérialisme russe est en train de provoquer une guerre sans précédent depuis, en tout cas longtemps, sur le continent européen. Et ça va être très difficile parce qu'il faut faire en sorte de soutenir le peuple ukrainien,
de condamner l'invasion russe et en même temps de pas être en gros des arbitres un peu biaisés et stupides au service d'un autre impérialisme. C'est ça. Là, moi, je pense qu'on peut peut-être ajouter là-dessus une grille de lecture différente, ou en tout cas un pas de côté par rapport à la grille de lecture qu'on peut avoir traditionnellement. Là encore, sans être une spécialiste et bien moins technique que toi sur le sujet, pour avoir un peu visité la Russie, on sent une différence importante dans la manière d'avoir perçu la chute de l'URSS. Entre la façon dont on nous l'enseigne, dont on l'appréhende nous ici en Europe de l'Ouest, et la façon dont elle est encore, cette URSS, extrêmement visible dans une large part du territoire russe, et notamment dans la capitale, laisse penser quand même que une certaine représentation d'elle-même par la Russie n'est pas complètement morte. On a la chance aujourd'hui, je pense que ce sera un critère important de l'évolution de la situation, que je ne crois pas aujourd'hui que le peuple russe soit massivement mobilisé pour mener une guerre longue et dure dans le centre de l'Europe et vers l'Europe de l'Ouest. Tout ça, je pense que c'est très important parce que, y compris dans la suite du conflit et de la crise, ça va quand même limiter les ardeurs. Puisque, comme tu le rappelais au début, à la fin, c'est quand même des femmes et des hommes, voire des femmes, des hommes et des enfants, qui sont victimes de ces conflits. Donc je pense que ça, c'est un élément plutôt rassurant sur la situation actuelle, même si elle est évidemment dramatique. Mais elle doit aussi donner un regard complémentaire aux enjeux économiques, qui sont évidemment très forts, et où je crois, tu parlais de 2 impérialismes, moi je dirais presque 3, puisqu'il y a une puissance dont on parle peu actuellement là, dans le cadre de la crise ukrainienne, quoique elle soit aussi membre du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Chine, qui elle-même est dans des positions très compliquées avec un certain nombre de ses territoires, elle-même a mené une politique de réarmement massive, et elle-même, alors pas à travers des milices, mais à travers, pour le coup, une diplomatie économique très forte et très agressive, est aujourd'hui présente à travers le monde. Et tu en parlais un petit peu à travers la question du Moyen-Orient. On peut aussi parler du Mali et de la présence russe au Mali, en tout cas, même si c'est pas de la présence de fonctionnaires militaires, c'est à travers des sociétés. Ça impose une grille de lecture que je pense on a peut-être un peu tardé dont on a peut-être un peu tardé à tirer des conclusions. En tout cas, à avoir des signaux d'alarme. Ceci étant dit, je pense que ça ne doit pas nous pousser non plus directement dans les bras d'une alliance atlantique, on va dire sur une forme traditionnelle. Je pense qu'on partage un certain nombre de principes avec les alliés américains, qui sont des alliés historiques depuis longtemps quand même. Ceci dit, nous n'avons traditionnellement pas une position alignée, et je pense que ça nous a été par le passé fort utile. Et je pense que c'est notamment le sujet dont tu voulais parler, mais je pense qu'il ne faut pas tirer de ce contexte particulièrement tendu forcément des conclusions simples. Et je crois quand même que, même si on peut reprocher beaucoup de choses à notre diplomatie, on n'a généralement pas une diplomatie simpliste. Parfois un peu à 4 bandes, mais pas simpliste. Mais sur ce que tu dis sur l'impérialisme russe qui sort de son frontière, tu parlais du Mali. Genre aujourd'hui, la Russie a un accord de sécurité, c'est-à-dire un accord militaire où ils envoient des conseillers militaires, de la formation, avec une trentaine de pays africains. C'est-à-dire que, en gros, le nombre de zones dans lesquelles vont se multiplier les confrontations entre les grandes puissances, se multiplie. Mais pourquoi je fais cette remarque? Parce que ce que je veux montrer comme différence, c'est qu'on n'est vraiment pas dans le contexte d'une guerre froide. Ce qui est intéressant, c'est que on en parlait avant, il y a une espèce d'impression de la Russie, les États-Unis, est-ce que c'est la nouvelle guerre froide? Pas du tout. Au moins pour 3 raisons. La première, c'est que la Russie ne se propose pas comme un modèle alternatif au capitalisme. C'est une oligarchie extrême, prédatrice, avec des capitalistes, des oligarques. On connaît tout ça dans un contexte de système autoritaire du pouvoir, mais c'est pas la même chose.
Donc il n'y a pas une puissance idéologique de ralliement avec des camps idéologiques qui s'opposent de cette manière-là. Ça ressemble plus dans ces cas-là à la période pré-1914, quoi. Exactement, Oui. c'est pour Oui. ça que je citais tout à l'heure le camarade Lénine. Oui. Parce qu'on est vraiment dans un système où il y a des intérêts économiques extrêmement puissants. Il parle de monopole dans son bouquin, Lénine. Bon, et là, on est dans la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, en gros, les intérêts là qui se jouent, c'est les intérêts de Gazprom, de BlackRock qui investit massivement dans les énergies genre fossiles. C'est ça qu'on suit. Et bon, sur la Chine, je serais moins sévère que toi sur la question de l'impérialisme. J'ai eu la chance de traduire il y a quelques années un des derniers articles de Samir Amin en français dans une revue là, et je trouve qu'il y a une logique de prédation genre de ressources extrêmement forte de la Chine. Je suis pas sûr qu'on puisse encore la caractériser totalement, à part peut-être dans l'Asie du Sud-Est où elle se retrouve dans un prérequis avec son histoire. Mais par contre, effectivement, là où tu as raison, c'est que bon, la France, sur son non-alignement atlantiste, il faudrait regarder en détail. Mais c'est ça la question. On est dans un système où, en tout cas, face à des puissances comme la Chine, la Russie, les États-Unis, la France n'a pas le même poids. Et le troisième point sur la question de pourquoi c'est pas une guerre froide, c'est que il faut comprendre qu'un certain nombre de systèmes de prédation, par exemple la France-Afrique, pour ce qui nous concerne en tant que Français, a aussi été privatisé. C'est-à-dire que pendant un moment, le système de prédation de la France-Afrique était directement relié à des compagnies françaises. Il y a la question coloniale. Mais aujourd'hui, on sait que c'est des Bolloré, c'est des compagnies comme ça. Alors il y a des compagnies publiques aussi. On a des intérêts, surtout sur la question énergétique, l'uranium au Niger, etc. Mais on est dans un système en plus qui est d'autant plus compliqué qu'on a affaire avec des projections militaires et stratégiques qui sont en lien avec des intérêts privés. Et c'est là où on voit que la situation a changé parce qu'on est entre capitalistes, entre guillemets. Justement, je rebondis là-dessus parce que précisément la question que je voulais poser, c'était la question de la sécurité, donc qui est éminemment liée à des questions en fait de patriotisme impérialiste, mais aussi à des questions de géopolitique économique, on va dire. Tu as parlé de la géopolitique du gaz, mais dans ce cadre-là, en fait, comment est-ce que vous voyez le rôle d'une puissance comme la France, qui vaut ce qu'elle vaut? Alors, on parle de 7e puissance économique mondiale, mais présence au Conseil de sécurité de l'ONU. Comment est-ce que on peut articuler précisément le rôle, tout en... Je note ce que tu as dit, Pablo, sur la présence de ces empires capitalistes, genre un peu en parallèle des États, mais souvent qui épaulent les États. Enfin, je veux dire, les États sont... ou que l'État épaule, exactement. Enfin, je veux dire, là, il y a un jeu, en fait, de renvoi d'ascenseur presque systématique. En fait, à quoi... donc, à quoi pourrait servir la France là-dedans, dans ce cadre-là? Et ce, avec quand même en tête que les grands cadres de négociations multilatérales, comme pouvait être l'ONU, ont l'air vraiment... là, ils sont en état de mort cérébrale. Enfin, je veux dire, c'est absolument dingue qu'à la fois sur la question du coronavirus, on sort quand même d'une crise mondiale où l'ONU a été mais complètement inexistante. Enfin, je veux dire, l'OMS, à part sortir des notes tous les 3 mois, j'en a absolument rien fait. Là, sur la question ukrainienne, on n'a pas vraiment l'impression que l'ONU est en train de se saisir du sujet. Donc ce cadre multilatéral est en train de disparaître. Et en plus, en parallèle, vous avez le cadre de l'OTAN, dont vous avez parlé tout à l'heure. Je rappelle que la France est membre du commandement intégré de l'OTAN, donc on est vraiment partie prenante dans cette histoire de façon très, très importante. Comment est-ce qu'on gère tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait avoir justement cette position qui est portée un peu par le candidat Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, qui dit moi je pense qu'il faut que la France soit non alignée, c'est-à-dire équidistant, alors qu'en fait on est partie prenante, on est membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN. Moi, il me semble d'abord qu'il y a énormément de choses dans ta question. Il y a énormément de choses dans ta question parce que la France est loin de moi l'idée de réhabiliter le système de la France-Afrique, mais la France avait une position non alignée qui était alimentée par un pouvoir économique important et un investissement important dans la question diplomatique. Et tu parlais tout à l'heure des conseillers militaires, de la formation, de l'accompagnement. La France a eu un rôle majeur sur cette question. Pas toujours pour le meilleur, mais elle avait une force. Alors, force de frappe ne sera pas le bon mot, mais en tout cas, une force d'influence, une force de co-construction, une présence, une confiance aussi, de dirigeants plus ou moins recommandables, mais une présence très forte. Aujourd'hui, nos choix collectifs, par ailleurs, nos choix collectifs d'investissement dans cette diplomatie-là, cette diplomatie d'accompagnement, de formation, de présence, etc.,
ce sont des choix à la baisse. C'est de l'argent en moins, et c'est tous les ans, et c'est beaucoup. Et donc, c'est vrai à la fois pour les fonds qu'on a pu, à un moment donné, euh, envisager de placer dans l'aide au développement, qui est une autre manière de mener cette diplomatie aussi, que d'accompagner un certain nombre de projets de développement. Et c'est vrai dans les budgets qu'on alloue aujourd'hui à la coopération, notamment militaire française. Pas que militaire, mais notamment militaire française. Je trouve que c'est celle que je connais le mieux, mais je suppose que le phénomène ne touche pas que le ministère de la Défense. Or ça, c'est de manière sonnante et trébuchante un recul de notre capacité à construire une ligne différente sur la scène internationale. Parce que, là encore, quels que soient les dirigeants, fréquentables ou non, etc., il faudrait prendre chaque cas de manière isolée, à un moment donné, peuvent construire ensemble des positions différentes. Aujourd'hui, force est de constater que, et je parlais pas mal de la Chine, parce que je connais mieux l'Afrique que pour le coup l'Asie, mais sur le continent africain, la Chine est très présente, notamment dans des projets de construction et d'infrastructures majeures, avec des contrats qui sont quand même des arnaques monstrueuses. Ceci dit, ils ont, à travers cette construction, cette capacité d'équipement, etc., une influence que nous avons beaucoup de mal, malgré un siège à l'ONU, malgré, etc., à avoir. Parce que nous n'avons pas exactement les mêmes leviers. Alors, oui, on bénéficie d'un prestige historique, d'une place de 7e puissance mondiale, d'une situation de recours entre des alliés différents, etc. Ceci dit, nous n'avons plus exactement ce poids. Donc, pour toi, c'est un problème d'investissement. C'est aussi un problème d'investissement, en tout cas d'investissement public. Puisque après, c'est ce que tu disais, on a plein d'autres investissements privés, mais alors on les maîtrise pas exactement de la même manière. Et on l'a vu dans le cadre de tout ce qui est, puisque tu parlais de sécurité, de tout ce qui est lutte contre le terrorisme et tentative de politique étrangère de lutte contre le terrorisme. Il y en a quand même beaucoup qui ont foiré. Ceci dit, on a bien vu que les grands groupes internationaux qui investissaient notamment dans des pays dans lesquels il pouvait y avoir du terrorisme n'étaient pas particulièrement concernés par la lutte contre le terrorisme. Bon, d'abord, il faut, à mon avis, rappeler que si l'ONU semble exsangue aujourd'hui, c'est notamment à cause de l'impérialisme atlantique. Enfin, je veux dire, officiellement, je veux dire, qui est le plus intervenu sur des conflits en dehors de tout cadre, ou voire contre le cadre, c'est les États-Unis d'Amérique et ses alliés. Donc si aujourd'hui... la Russie n'est pas en reste non plus. Non, bien sûr, mais sauf que la Russie, genre encore une fois, ce que je disais, ils ont armé des rebelles, ils ont pas fait une full invasion, genre comme l'a fait en Afghanistan, genre en Irak. Enfin, on n'est pas aujourd'hui, c'est la nouveauté. C'est pour ça que le conflit ukrainien a surpris un certain nombre de spécialistes qui disaient attendez, on va voir, il met la pression. Mais il y a peu de gens quand même qui ont dit il y a 3 semaines, à part en Ukraine, ils vont envahir l'Ukraine. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'ONU, pourquoi elle meurt parce qu'elle meurt du fait que la géopolitique, c'est les rapports de force. C'est l'école réaliste des relations internationales qui dit, écoutez, je suis désolé, c'est des gens qui défendent leurs intérêts et et c'est comme ça et que c'est des rapports de force. On voit bien la situation internationale. Il y a des endroits où, quand on a le rapport de force, quand on est soutenu par les États-Unis, on peut tout faire. Moi, j'ai vécu 2 ans en Palestine, on peut en parler. Je veux dire, là, le droit international est une fantaisie là-bas. Sur la question irakienne, l'ONU, on se rend bien compte. Donc la question c'est, bon, cette ONU-là, elle est décrédibilisée, elle est fatiguée, elle est compliquée. Mais du coup, comment faire le lien avec le non-alignement? Moi, ce que je veux dire, c'est d'abord le non-alignement, il faut comprendre que c'est pas une neutralité. Non. Le non-alignement, par exemple, de ce qu'on a appelé le tiers-monde, mais en fait, c'était le mouvement des non-alignés. C'est ça le nom politique de ce mouvement. Et c'est une production extrêmement forte, culturelle, de coopération, qui notamment a participé à rendre fort l'ONU. Parce que si l'ONU a été forte à ce moment-là, c'est que justement, dans un contexte de guerre froide, il y a eu des propositions. On a par exemple toute une économie du développement qui naît en Argentine autour de Raúl Presbich, genre de Samir Amin, de gens qui sont des propositions. L'organisation pour le développement, la branche donc de l'ONU pour le développement, elle naît du mouvement des non-alignés. Oui. L'UNESCO et un certain nombre d'institutions comme ça, elles viennent aussi par des pressions et des propositions d'un camp qui s'organise avec une hétérogénéité interne immense. Des nationalistes anticoloniaux, des pays plus ou moins socialisants, des endroits où il y avait des communistes, mais souvent ils ont été assassinés, comme en Indonésie, par le soutien des États-Unis, encore une fois, 500 000 morts. Donc, la question d'un non-alignement, ce serait la question de comment on organise des relations de coopération, de production culturelle, et c'est là
où on en revient au rôle de la France. Par exemple, ce que propose Jean-Luc Mélenchon sur la francophonie, je trouve que ça change sur le discours de on a des habitudes, on est peuples frères. Là, il dit bon, nous on a donné, ça, on va faire une université, la francophonie, la langue n'appartient pas qu'aux Français. Il faut organiser un réseau. C'est plus là-dedans que la question de la puissance française entre guillemets ou du rayonnement français en fait se pose, parce que la question de la puissance française, et c'est ça le dernier et la difficulté, c'est que l'impérialisme il permet quoi? Il permet de corrompre une partie de sa population grâce à la rente qu'on acquiert dans les intérêts à l'étranger. Finalement, c'est très dur à dire, mais si aujourd'hui, ici, on vit aussi bien, c'est parce que là-bas, ils vivent aussi mal dans certains pays. Et notamment sur cette question énergétique. C'est-à-dire que même dans la situation de précarisation des classes populaires ici, même aujourd'hui, c'est aussi par de la prédation là-bas. Donc la question, et ça corrompt, ça permet de rattacher une légitimité au système actuel. Donc la question qui va se poser, c'est comment tu organises un non-alignement, mais surtout comment tu organises la destruction de tes propres intérêts, sans genre sacrifier les intérêts de la population. Donc ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux grosses entreprises dont on parlait tout à l'heure, mais ça veut dire aussi comment on fait pour avoir une indépendance énergétique, par exemple, pour pas être un prédateur à l'étranger. Et ça, c'est des questions qui sont très difficiles à poser parce qu'il n'y a pas de solution facile. Personne ne dit clé en main ce qu'on peut faire. Est-ce que le problème n'est pas aussi dans, si je raccroche ça en fait à ce qui se passe actuellement en Ukraine, que en fait là, ce que vous me décrivez, ce serait un peu la diplomatie mondiale du nouveau monde, c'est-à-dire basée sur des questions d'investissement, basées sur des questions de co-développement, etc. Tu vois. Alors qu'en face, vous avez un pays comme la Russie, qui est dirigé par un type comme Vladimir Poutine, qui lui représenterait un peu l'ancien monde, et lui, il fait de la diplomatie avec des soldats, en fait. Et donc, c'est bien sympa, en fait, de dire, oui, on va faire du co-développement, parce que en vérité, genre, là, la réponse des Occidentaux, la réponse du camp occidental à l'agression de Vladimir Poutine, c'est des sanctions économiques. C'est quand même, moi je trouve ça assez étonnant en fait de voir que lui il envoie des soldats et des bombes et nous on dit oh bon on va bloquer Visa Card, Mastercard et puis le gazoduc Nord Stream 2. Et je trouve en fait qu'il y a il y a un problème en fait il n'y a pas d'alignement en fait entre la proposition de Vladimir Poutine qui est des soldats et en face la proposition en fait du camp occidental et un peu de ce que vous dites aussi, tu vois, qui se base sur bon la francophonie, les investissements, etc. Ce que je trouve pas inintéressant, mais je trouve ça en décalage. Alors, moi je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire que c'est deux questions qui sont liées, mais qui ne correspondent pas exactement à la même situation. Ce qu'on est en train de proposer, et je pense que là-dessus on peut partager beaucoup de choses sur quelles sont les questions que pose un non-alignement, ou en tout cas se donner les moyens d'être un des leaders du non-alignement quand on est septième puissance mondiale. Ça pose, comme on le disait là, c'est-à-dire des questions de modèle économique, modèle environnemental, modèle énergétique, qui vont transformer, y compris, nos modes de vie. Donc ça, c'est quand même un sujet important. On a posé aussi la question de savoir, non-aligné, c'est pas non-aligné tout seul. Il se trouve qu'en tant que grande puissance, avec d'autres partenaires européens, je pense que c'est important, si on veut construire une politique diplomatique de non-alignement, elle se construit en construisant du commun avec d'autres qui ont un intérêt à être non-alignés. Donc ça, c'est exactement ce que tu évoquais à l'instant, c'est-à-dire de l'investissement à la fois économique, mais en temps, en énergie, en déploiement, bref, en transformation de nos modes de vie et de consommation, qui sont autant de moyens de créer des intérêts au non-alignement. Ceci étant dit, on a à l'Ouest, aujourd'hui, beaucoup de moyens de pression économique, qui sont les premiers leviers qu'on va déployer, parce que personne n'a très envie d'aller se foutre sur la gueule, pour le dire clair en clair, en Ukraine. On n'est pas pressé d'envoyer nos soldats en Ukraine, les Américains non plus, et les Allemands non plus, pour ceux qu'ils ont. Donc, la question se pose aujourd'hui d'essayer d'intervenir autrement, avec le risque dont on parlait en marge du débat tout à l'heure, qui est de dire, si on démarre conflit armé contre conflit armé, on connaît à la fois la puissance réciproque des différents pays, nos capacités militaires et les risques qu'on fait peser sur notre sécurité collective. C'est l'un des gains de la Seconde Guerre mondiale, au-delà de l'horreur passée, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, au stade où on est arrivé, il va falloir se maîtriser parce que avec ce qu'on a entre les mains, on est capable de s'autodétruire. Donc là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence par d'autres moyens, c'est qu'on essaye de diminuer le niveau de tension purement militaire.
Ceci étant dit, la réponse militaire, elle ne peut pas être complètement exclue, mais on peut donner une chance à d'autres moyens. Et je pense que c'est ça aujourd'hui, même si effectivement ça peut paraître faible sur certains aspects, la Russie, là encore, c'est un pays avec de très grands capitaux, mais ça n'est pas un pays d'une grande richesse partagée. C'est-à-dire, il y a de très grands capitaux, il y a beaucoup de ressources, il y a du gaz, il y a plein de choses. Mais, je veux dire, le citoyen russe moyen ne vit pas avec des moyens exactement comparables aux nôtres. Et donc, effectivement, les pressions économiques qui font malgré tout peser sur les citoyens russes des contraintes majeures, et donc sur l'opinion publique qui est supposée envoyer ses soldats, donc ses frères, ses enfants, ses sœurs, etc., au front, bah, c'est un moyen important de pression, et qu'il convient de manier avant de manier les canons. Moi, je suis pas exactement d'accord avec ce que tu dis. D'abord, genre sur ce que tu dis, effectivement, c'est le problème de la réelle politique, c'est-à-dire des rapports de force qui s'expriment avec quelqu'un qui est plus fort. Vladimir Poutine, depuis le discours de 2007 dont je parlais tout à l'heure, il a tout gagné. Il a tout gagné. En Géorgie, il a gagné ce qu'il voulait. En Ukraine, il a gagné la Crimée. En Syrie, il est devenu un acteur majeur du Moyen-Orient auprès de l'Iran et de la Syrie et d'un certain nombre d'acteurs locaux qui sont pas forcément étatiques d'ailleurs. Et là, pour la première fois, je pense qu'il fait une erreur qui va payer plus cher. Parce qu'avec cette intervention qui va vraiment loin, qui est une agression qui, genre, voilà, encore une fois sans précédent, il risque d'avoir quoi? D'avoir la Finlande qui rentre dans l'OTAN et qui se décide, des basculements de plus en plus rapides comme réponse. Mais une réponse militaire, tu peux pas faire de divination. On verra pas, on verra. Mais je veux dire, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ces conflits? C'est vrai que on peut pas tant qu'on crée pas d'autres corps, d'autres. Et c'est pour ça que la question aussi du non-alignement doit être pas seulement vue comme une coopération culturelle, économique et sociale, mais doit être aussi un combat politique. C'est-à-dire que par exemple, et c'est là où je ferai la différence, dans l'article que j'évoquais, Samir Amin, que j'ai eu le plaisir de traduire, il disait, attendez, la prédation capitaliste chinoise, elle est particulière, mais pourquoi elle est un peu différente? C'est que les Chinois, tu leur dis, ils veulent ton cuivre, ils vont le prendre. La question, c'est qu'ils peuvent construire pour toi des infrastructures, etc. Et ils ont une différence avec l'impérialisme américain, par exemple, c'est qu'ils te demandent pas de t'accorder avec toutes les normes de l'OMC. Ils te demandent pas de changer, de faire des plans d'ajustement structurel de ton économie pour rentrer dans les règles du marché international tel qu'il est. Et donc le combat politique, c'est aussi de faire en sorte que on crée un clan politique qui vienne contester l'ordre politique. C'est ça qui, dans la guerre froide, était ambigu largement avec l'URSS ou la Chine, mais qui menait un sens sur il y avait des possibilités de contester sur des plans idéologiques aussi, en s'appuyant genre sur des différences idéologiques. Et donc la question d'un non-alignement, ça va être un combat politique, parce que la politique, c'est les seuls recours quand il y a les armes, enfin tu vois, parce que les sanctions, finalement, on sait que ça touche les populations. Il y a des sanctions moi je suis très favorable à des sanctions vraiment individuelles. Comment il s'appelle Les là, gels des avoirs, des choses comme ça. par exemple, le fondateur de Wagner, qui est le mercenaire, son nom m'échappe là. Oui, si c'est pour tomber sur les populations, on sait que ça marche pas. D'abord parce que la Russie, elle a fait des sanctions 100 milliards de dollars, elle s'en est très bien sortie. Elle a réussi à genre ne plus être dépendante de certains trucs qu'on exportait là-bas. Elle a ouvert un gazoduc qui compense pas tout, mais avec la Chine, et que l'Iran a eu des sanctions. Enfin, on sait que voilà, et puis ça va toucher les populations et aussi les populations européennes quand ils vont voir le prix du gaz monter, etc. Ça va avoir des répercussions. Donc la désescalade, elle doit se faire par le fait qu'il faut briser la situation obligatoire de confrontation. Et quand je dis c'est un combat politique, c'est-à-dire que le combat politique pour la démocratie, c'est-à-dire contre les régimes autoritaires comme Vladimir Poutine, sera d'autant plus facile à mener de façon honnête qu'il ne sera pas le parapluie de l'impérialisme américain qui à chaque fois est pour la démocratie, vient détruire ton pays, rase ton pays, détruit, crée des situations locales immense de désespoir, de terrorisme, etc. Et ensuite dit, genre, nous sommes le camp du bien. Donc, voilà, deux combats. C'est très clair que depuis l'Irak, à la fois, c'est l'une des causes, évidemment, de l'atonie de l'ONU, une des causes les plus visibles, une des crises qui a le plus marqué la fin de la capacité de l'ONU à intervenir. Et je veux dire, clairement, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le modèle qu'on veut construire. À un moment donné, la capacité à construire ensemble,
elle se fait autour d'une proposition alternative. Et il faut avoir des intérêts objectifs, c'est ce qu'on disait sur les changements de manière de consommer, de manière d'échanger, etc. Mais elle se fait aussi sur le fait qu'on a une proposition politique collective, ou en tout cas qui agrège. Et c'est la rupture du règne de la marchandise. Hein. C'est quand même aussi un programme genre anticapitaliste au sens de c'est les intérêts qui vont nous amener en guerre vont continuer à être les intérêts des grandes compagnies qu'on soutient, enfin, ou qu'on articule. En fait, c'est très intéressant parce que je suis complètement raccord avec ce que vous dites et je me fais un peu l'avocat du diable, parce que vraiment je suis d'accord avec ce que vous dites, mais en fait jamais vous ne parlez de genre en fait se retirer par exemple du commandement intégré de l'OTAN, jamais vous parlez, non mais c'est intéressant, c'est pas ça qui vous est venu en premier, c'est-à-dire que vous ne dites pas... que c'était évident, nous dans notre programme on sort de l'OTAN. Le premier pas du non-alignement, c'est de sortir de l'OTAN. Oui, mais c'est sortir de l'OTAN. Est-ce que c'est par exemple signer le traité de réduction, enfin de suppression des armes nucléaires, parce que je rappelle qu'on a quand même encore toujours la France l'arme nucléaire. Est-ce qu'on s'inscrit aussi dans une dynamique où on réduirait en fait la place de notre armée? C'est-à-dire que en fait vous me répondez et je trouve ça très intéressant, vous me répondez en fait autour en fait de la question sécuritaire. Vous me dites pas il faut convoquer par exemple, comme le proposent d'ailleurs plein de candidats à l'élection présidentielle, mais aussi genre pas mal de spécialistes qui disent en fait il faut réactiver une grande conférence sur la sécurité européenne qui n'a plus été convoquée depuis la chute du mur de Berlin et la chute de l'URSS. Il faut la reconvoquer pour pouvoir reparler de ça collectivement, mais sans parler, c'est-à-dire de parler juste des problèmes en fait de comment est-ce qu'on assure la sécurité d'un point de vue militaire et policier aux frontières de l'Europe. C'est ça l'enjeu. Je crois que en fait, peut-être qu'on t'a répondu de manière périphérique, non pas parce que ce ne sont pas... Non, c'est central, je pense. Mais en c'est tout cas, global. C'est global. Et en fait, effectivement, on t'a plus répondu sur ce que sont, ce qui constitue pour nous les déterminants de la capacité à avoir une politique non alignée. Sur d'autres aspects que les aspects purement puissance militaire. Ces aspects-là, ils sont primordiaux. Je pense que la distance à l'OTAN, elle est importante. Elle nous a apporté beaucoup. La sortie de l'OTAN est un geste, pour le coup, qui n'a pas exactement le même sens que ne pas rentrer. Qui se travaille autrement. Merci Hubert Védrine. J'ai pas d'opposition majeure, mais je pense qu'il se travaille. Parce que c'est pas non plus une déclaration d'opposition majeure ad vitam aeternam aux États-Unis. Je crois que inversement, la question par exemple du siège à l'ONU, c'est un attribut de puissance important, et c'est un attribut de puissance important, y compris pour construire une position de non-aligné. Donc en fait, les attributs de puissance, ils sont pas ni négatifs ni positifs. Certains doivent être conservés si on veut construire une politique non-alignée, pour que, y compris ce camp que l'on construit, et lui aussi les mêmes atouts que les autres camps qui sont dans la place, parce que ça comptera à un moment donné aussi. Par ailleurs, pour ce qui est des forces militaires, je pense que l'Europe est marquée par l'échec de la constitution d'une Europe de la défense, il y a maintenant presque 60 ans si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est un processus à redémarrer, mais c'est un processus qui est aujourd'hui particulièrement difficile à redémarrer dans une Europe qui est fracturée par plein de questions, et notamment sur la question migratoire, alors que aujourd'hui en volumétrie, la situation à laquelle on fait face ne suppose pas le délire sécuritaire dans lequel on est lancé, ni dans cette campagne présidentielle, ni au niveau européen, ni quant à la position de la Pologne. Et je crois, d'ailleurs on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, mais je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, parmi les multiples questions que pose la question ukrainienne, évidemment qu'il va y avoir la question d'accueillir les réfugiés ukrainiens, qui sont nombreux aujourd'hui sur les routes, avec plus ou moins de difficultés, et qui vont arriver, notamment via la Pologne. Est-ce qu'on pense une seconde qu'il faut que la Pologne ferme sa frontière ? Je veux dire, donc la réponse, c'est non, et je pense qu'on va qu'il serait bon, je ne suis pas sûre qu'on se la pose tout à fait la question, mais enfin, je pense qu'il serait bon que cette situation qui va donner lieu à des prises de position hétérodoxes par rapport à la position actuelle de l'Union européenne sur la question, soit la base d'une réflexion plus large sur la question de l'accueil, sur la question de la migration, etc. etc. Je pense que, et j'en finirai par là, sur la question purement militaire, bien sûr que là aussi, il me semble,
bien sûr, peut-être que c'est pas une évidence, mais il me semble que l'attribut militaire, aujourd'hui, dans un monde où il y a un certain nombre de grandes puissances qui ont des appareils militaires très développés et où l'Europe n'en est pas dotée, et que la France a le meilleur arsenal sur cette question, l'Angleterre qui en est sortie un arsenal pas trop cata, enfin c'est quand même pas fou tout ça, oui, je pense que c'est un attribut qu'il convient de garder, de transformer par certains aspects, mais de conserver parce que c'est aussi un atout sur cette scène internationale, et a fortiori si on veut construire un camp des non-alignés qui a une voix. Ouais. Bah, moi, je pense, en fait, on a effectivement répondu au plan global parce que je pensais que c'était évident. Mais effectivement, en termes de proposition, sortie de l'OTAN, déjà, l'OTAN n'aurait pas dû persister après la guerre froide. À moins qu'on assume de dire qu'effectivement, il y a un impérialisme américain. Donc, du coup, la première chose, c'est sortir de l'OTAN. Deuxième chose que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est une conférence sur les frontières dans le cadre de l'Organisation de la sécurité et de la coopération européenne, en disant justement ce qu'on n'a pas fait à la chute de l'URSS. C'est une grande conférence sur cette question. Elle est évidemment obligatoire, en rappelant qu'en plus, il y a eu d'autres questions de frontières. Alors, c'est les Balkans, donc on dit que c'est un peu moins l'Europe. C'est bizarre, on dit la guerre, on l'a pas connue. Attendez, en Yougoslavie, et sa séparation et son scindement en différents pays, il y a eu la guerre. La Géorgie, c'est pas si loin, je dirais le Caucase a bougé dernièrement, hein. Comment dire, l'Azerbaïdjan, etc. Donc, il y a des vraies questions qui se posent, et il faut ouvrir les cadres nécessaires. Donc, ensuite, il faudra continuer. Moi, je pense qu'il faut aussi continuer. C'est le rôle, en tout cas, d'une gauche genre anti-impérialiste, de dire il faudra continuer d'empêcher qu'il y ait, les Anglais disent double standard, je sais pas, en français, deux poids, deux mesures, dans la façon dont on perçoit les gens. Je vous rappelle que Joe Biden, Barack Obama sont des criminels de guerre. Des criminels de guerre. Que c'est facile de dire que Poutine est un criminel de guerre. C'est évident que Poutine est un criminel de guerre. Mais Barack Obama et Joe Biden, c'est pas parce qu'ils ont l'air plus sympas et que soi-disant dans une belle démocratie, qui à mon avis quand même aussi beaucoup rongée par le fric et les intérêts privés, sont des criminels de guerre. Abu Ghraib, Guantanamo, c'est pas genre en Géorgie, c'est pas sous Poutine, ok. Et sans parler du fait que les morts civiles en Irak, en Afghanistan, en Libye, enfin on peut faire la liste, le renversement de nos gouvernements camarades dans l'Amérique latine dans les années, si on remonte encore en arrière. Donc, enfin bref, donc il faut continuer la question cubaine, la question des conflits non réglés, des points de tension au niveau international, la question palestinienne dont je parlais tout à l'heure. C'est insupportable que ça continue comme ça, avec le soutien encore une fois. Donc, sortie de l'OTAN, remise en cause de l'atlantisme, conférence sur les frontières, sur la question de l'armée, tu disais. Désarmement, ça c'est dans le programme aussi de la France Insoumise, en disant on veut réorganiser un courant vraiment pour la dénucléarisation, en commençant par les plus gros, parce que c'est la Russie et les États-Unis qui ont le plus de têtes nucléaires. C'est pas nous avec nos petits sous-marins que genre on n'arrive plus à les vendre. Donc enfin tu vois, c'est pas ça l'enjeu premier. Et il faut pas être naïf non plus. On va pas dire bon bah nous on arrête d'avoir. Il y a un pays qui a pas d'armée. Vous savez lequel c'est? Le Costa Rica. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans sa constitution en cas de problème, les États-Unis nous couvrent. Bah, personne va t'arrêter, hein, tu vois, genre, enfin, tu vois. Et on va pas faire ça non plus, tu vois. Donc voilà, c'était peut-être pour ça. Quoi? Je suis un peu déçue que ça soit pas dans les propositions. Non, et moi j'ai une dernière question. En fait, c'est bon, là on a beaucoup parlé d'État, en fait, du rôle des États. Mais Bertrand Badi, donc le spécialiste des relations internationales, dit que de toutes les façons, les États en matière de géopolitique internationale ne servent plus à rien, en gros, ou en tout cas ont un rôle secondaire, et que la chose la plus importante, ce sont les peuples et les sociétés. Et du coup, dans quelle mesure, par exemple, notre gauche ou vos gauches, je sais pas si je dois la mettre au pluriel ou au singulier, dans quelle mesure, en fait, ça peut être un instrument, en fait, en l'occurrence, lorsqu'on parle, par exemple, là, de l'Ukraine, dans quelle mesure ça peut être un instrument de maintien de la paix? Bah, déjà, tu me mets dans une position où je dois peut-être dire que mon ancien professeur sur les bancs de Sciences Po exagère un peu. Non, en vrai, je pense que ça dépend sur quoi. Moi, ce que j'observe, en tout cas d'un point de vue de ma culture politique, communiste, internationaliste, anti-impérialiste, je remarque que quand ces mouvements-là n'ont plus de poids réel dans les populations, un ancrage, qu'on a discuté plein de fois dans cette émission, le problème, c'est que le slogan « Solidarité avec les peuples » est un appel creux. C'est une bonne intention. Mais je veux dire, solidarité avec le peuple ukrainien, ils en ont rien à foutre que je sois solidaire avec eux. Peut-être j'irai dans les rassemblements, la FI soutient des rassemblements à partir d'aujourd'hui, etc. Donc pourquoi pas. Mais donc du coup, la question c'est, est-ce que les peuples vont jouer un rôle? Ils peuvent jouer un rôle, en tout cas dans la façon dont le champ s'organise. Imaginons qu'on discute de la situation ukrainienne et qu'on dise qu'il y a eu plein de révolutions. 2004, Révolution Orange, 2014, Euromaidan.
à chaque fois, en 2004, ça a été largement financé, genre les mouvements d'opposition par les États-Unis, mais on peut pas dire que c'est simplement qu'il y a un financement et puis que c'est pour ça. Les peuples ont joué un rôle parce qu'il y avait un véritable positionnement de ces peuples en faveur de plus de démocratie, contre l'Iran pro-russe, et ces changements idéologiques, c'est ça qui agisse. S'il y a un rapprochement aujourd'hui de l'Ukraine avec l'OTAN, l'Union européenne, en tout cas dans la ligne de Volodymyr Zelensky, le président actuel, c'est parce qu'il a été élu sur ce programme-là, il a été très clair là-dessus, il a dit référendum sur l'OTAN et on veut parler avec l'Union européenne. Et ça, c'est le mouvement des idées. Donc bien entendu que les peuples peuvent jouer un rôle, et ils peuvent jouer un rôle sur la paix lorsqu'ils se mobilisent massivement. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, la crise politique qu'on a évoquée dans cette émission plein de fois, etc., fait que la structuration politique à l'échelle de masse est quand même rarement genre mobilisable aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle pour la paix? J'en sais rien. Il y a quelques peuples dernièrement qui se mobilisent de façon, je veux dire, de façon massive à l'échelle d'un peuple, mais souvent c'est pas dans le cadre de la paix. Non. Je pense aux Kurdes, je pense aux Palestiniens, et c'est souvent des pays, des peuples qui ont des revendications à exister en tant que nation. Donc voilà. Mais moi je crois effectivement, il faut soutenir les mouvements d'autodétermination des peuples. Ça c'est un classique. Le mot de la fin, Marie. Ouais, le mot de la fin. Effectivement, ta question m'a un peu surprise parce que je crois pas qu'aujourd'hui, on puisse dire que les États ont disparu de la scène internationale, même si on l'a vu, ils sont challengés par plein d'autres acteurs, à la fois économiques, société civile, développement, etc., sur la scène internationale. Je veux dire, à la fin, c'est quand même eux qui disent on y va pas, hein, quand on se parle d'autre chose que de capitaux. Donc c'est vrai que les capitaux ont un rôle majeur, mais enfin quand même. Ceci dit, sur la capacité des peuples à se mobiliser, je rejoins complètement ce que tu as dit à l'instant, c'est-à-dire que on ne peut pas aujourd'hui continuer d'envoyer des mots de solidarité, de mobilisation, etc., qui ne sont pas suivis. Je veux dire, ça c'est vide de sens. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on porte. Je veux dire, moi aussi, je partage un bout de filiation politique. Je pense que, notamment dans les mouvements écologistes, il y a beaucoup de gens qui ont été très engagés sur les questions d'autodétermination, de décentralisation en France et à l'étranger. Bref, je pense qu'aujourd'hui, ça ne mobilise pas, sauf dans des cas de crise très particulières, et en l'occurrence dans des cas de crise très particulières et très longues, ça ne mobilise pas aujourd'hui des masses suffisantes pour structurer la question internationale. Là où peut-être il y a une forme où quelque part on a contredit cette même position, c'est qu'on a dit l'importance des grands capitaux. Mais l'importance des grands capitaux, elle ne passe pas uniquement que par les très grands projets. Elle passe par le fait que des modes de vie dans des pays entiers sont aujourd'hui transformés par l'arrivée de ces capitaux, par la manière dont ils sont dépensés, par la manière dont la consommation et le mode de vie des gens évoluent. Et ça pèse sur la scène internationale. Et là où je pense que, en tout cas sur les dirigeants qui eux-mêmes pèsent sur la scène internationale. Et je pense qu'aujourd'hui, pour reboucler avec la question du non-alignement, il y a un espace loin d'être négligeable sur la scène internationale pour proposer autre chose qu'un alignement complet avec les États-Unis, qui est une force d'attraction par son mode de vie, bien plus que ne l'est le mode de vie russe. Ceci dit, je pense que ni avec les États-Unis, pour plein de raisons, et y compris plein de raisons de résilience des territoires, de volonté de se développer, de manière durable, etc., ou que ce soit en décalage avec une vision très militariste malgré tout du rapport de force porté par la Russie, je pense qu'il y a un espace pour construire aujourd'hui une diplomatie différente. Mais à un moment donné, il demande des moyens, et pas que des grands capitaux. Deux, il demande que ce soit, y compris pour les Français, une priorité. Alors pas la première, mais un lieu d'investissement. Et là où à gauche, il y a quelque chose à travailler d'important, et à la fois dans la gauche et dans l'écologie, et je pense que les deux vont se répondre, d'un point de vue internationaliste, parce que c'est une culture ancienne de la gauche, et d'un point de vue écologique, en tout cas, c'est pas tellement environnemental, mais plutôt écologique, parce que ce sont aujourd'hui, les enjeux écologiques sont des enjeux qui vont structurer
la question internationale, qui commence déjà par plein d'aspects. On n'en a pas parlé, mais il y a les routes diverses et variées par les pôles, il y a les questions de désertification, bref, d'accès à l'eau, qui sont aujourd'hui des causes de conflits et qui deviendront demain, et qui sont déjà et qui deviendront de manière de plus en plus massive, des causes de migration et donc de tensions, etc. etc. Donc je pense que dans ce collectif de la gauche et de l'écologie au sens large, il y a les ferments d'un autre positionnement international. Encore faut-il que ce camp émerge, que quand il émerge, il porte assez fortement ces enjeux internationaux et qu'il se décide à les porter sur la scène internationale. Tant que c'est un trompe-l'œil, hein, le mode de vie américain, les gens vivent entre guillemets bien, et encore pas tous, aux États-Unis, qu'à partir du moment où les autres ne vivent pas bien. Ouais. C'est un pays qui est fondé sur un génocide et qui, à l'extérieur de ses frontières, est en guerre contre le monde entier. Et qui connaît des niveaux d'inégalité, bref, sur lesquels on ne reviendra pas. On va terminer là-dessus. Merci à tous les deux.